Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados littéraires du Salon. Aujourd'hui, épisode 1, Le corps, avec Marie-Ève Bradette. Au début, il y eut ce tremblement intérieur, un frémissement devant les blessures de la vie, ou encore ce mouvement comme une danse lors des moments heureux. Puis l'alphabet est arrivé. Je croyais que je n'y arriverais jamais, seule dans cette classe qui ne savait pas la langue de l'autre. Ensuite, les mots sont nés, les phrases, les paragraphes complets, jamais dévoilés, toujours cachés. D'écrire m'aidait à respirer. Traduire pour moi seul ce besoin d'aller au-delà du quotidien, parfois si lourd et dense. Plus tard, le sujet de mon peuple relégué dans des réserves, ce souverain premier de ces immenses territoires, m'a prise comme un vent violent avant l'orage. Les gens que j'aime, sœurs et frères, la douleur pour celles et ceux qui partent, l'injustice pour l'oubli des femmes devant l'histoire, partagée avec mon amie, la regrettée Hélène Pedneau. Voir plus loin, voir ce que je ne connais pas encore. J'ai peur des aiguilles. J'ai peur de l'aiguille de 15 cm que tout à l'heure ils vont m'enfoncer dans le cou. J'ai peur de me mettre à pleurer, même si je sais que ça fait pas si mal que ça pourrait être pire, tellement pire. Je sais que tous les jours, il voit bien pire. J'aime pas cette jaquette bleue. J'aime pas devoir tenir ma jaquette derrière mon dos pour pas qu'on voit ma culotte. J'aime pas sentir ma peau toute nue sous la jaquette bleue. J'aime surtout pas être à la merci d'une aiguille pour percer la bosse dure dans mon cou. Des fois, c'est si dur qu'il faut qu'il pousse, il faut qu'il gratte, il faut qu'il joue avec l'aiguille dans ma gorge. J'ai peur de cette aiguille parce que c'est elle qui va déterminer la suite. C'est elle qui va donner le verdict. C'est elle qui, dans pas long, va m'immobiliser de tout mon long sur une table aseptisée qui va me faire me sentir prisonnière. Prisonnière comme un animal pris au piège dans un collet de dents d'aiguille qui transperce la peau de mon cou. Immobile sur ma terre non cédée, couverte d'un béton qui l'étouffe, je laisse derrière moi les loques coloniales pour retrouver ma chair nue au soleil. Je m'apprivoise car jamais je ne me suis aimée. Je me découvre visage millénaire. Ma chevelure tant de fois entravée, libre comatique dans la toundra. Je suis sauvagesse, je suis femme. Je reprends mon droit d'exister. Garde tes lois réductrices, tes images dont je suis l'objet, symbole d'un peuple de survivants. Mes yeux ont 1000 vies. Intensité d'une prunelle de braise, au hasard d'un courant d'air, frisson d'un appétit. Feu follet du grain de peau au goût musqué de malaise, courant de violence charnelle. Balai fragile des effluves, des sensations et de la gestuelle. Être une pour quelqu'un, meurtri au premier baiser, imaginaire en propension, agonie d'une étreinte. Ces voix, ces paroles que vous venez d'entendre, lues par les écrivaines elles-mêmes, sont respectivement de Virginia Pesema-Peau-Bordelot, puisées en son premier recueil de poésie en prologue à De rouge et de blanc, paru en 2012 aux éditions Mémoire d'Encrier. D'Émilie Monet, dans la pièce Okinum, son premier livre, paru aux éditions Les Herbes Rouges en septembre 2020, et de Maya Cousino-Molène, qui nous a lu 2 extraits de son recueil de poésie, Bréviaire du matricule 082, paru en 2019 aux éditions Anénorac. Au cours des mois d'août et de septembre 2020, j'ai eu l'immense plaisir et le privilège de rencontrer, en personne ou virtuellement, dans le quotidien de leur travail ou de leur chez-soi, chacune de ces 3 femmes exceptionnelles. J'ai discuté avec elles de leur travail de création littéraire et artistique. Il s'agissait alors, pour moi, de les entendre parler de leurs œuvres, des liens nombreux entre l'identité, la corporalité et la féminité, et de l'importance de ces thèmes dans leurs écrits et plus largement dans les littératures autochtones. À la suite de ces rencontres, je me suis donc donné pour but de partager ici, par l'oralité, des bribes de ces 3 conversations dans une constellation unissant les voix des 3 écrivaines.
pour but aussi d'écouter la manière dont elles répondent à des enjeux communs liés aux expressions littéraires autochtones actuelles. Maya Cosino-Mollène est une poète Innu originaire d'Equanichit, de Mingan. Lauréate du prix Voix autochtones en 2019 pour Bréviaire du matricule 082, Maya est une artiste engagée et son écriture, empreinte de sensibilité, de féminité et parfois même d'une douce colère, porte la trace de cet engagement pour les causes autochtones et en particulier celles liées aux droits des femmes autochtones. Si Bréviaire est son premier recueil de poésie, ses textes ont également été publiés dans les revues Mobius et Exit, puis dans les œuvres collectives Amun et Language of Our Land, Langue de notre terre. Sa poésie urbaine est pleinement inscrite dans le territoire montréalais. Tiohtià:ke, en langue Kanien'kehá:ka, ou Muliat, en Inuaimun, est défendu comme un territoire non cédé, celui-là même que la poète vient lier, dans son écriture, à l'image d'un corps féminin, lui aussi non cédé. Et dans cette dernière image résonne la grande force de sa poésie. Lors de ma conversation avec Maya, je lui ai donc demandé de me parler de son parcours comme écrivaine, comme poète. Cette première question ayant pour but de lui permettre de se présenter, dans ses mots à elle, dans ses inspirations aussi. Je pense que c'est le contexte et l'époque qui a fait de moi une écrivaine. Mon histoire de famille aussi, car je suis adoptée de façon traditionnelle. Ma mère, Innu, a choisi ma famille. Elle a choisi une famille québécoise à une époque où ces deux mondes-là se parlaient très peu. Il y avait peu de communication et aussi peu de désir de compréhension de l'autre. Mais elle a choisi une famille qui était avant-gardiste. Donc, quand je suis arrivée dans la famille Cousino-Maloney, je me trouvais déjà entre deux mondes et très isolée à un assez jeune âge, car ma mère québécoise a voulu me garder en lien avec mes racines et m'a envoyée dans l'école de la communauté. Et ça n'a pas bien marché, car à cette époque-là, ma communauté n'était pas encore en résilience, hein, comme elle l'est aujourd'hui. Donc, ils acceptaient mal le fait que je sois adoptée par des Blancs et m'ont fait vivre, du moins, d'intimidation assez jeune. Et ma mère a été obligée de me retirer de l'école de la communauté pour m'envoyer dans l'école des Blancs, des non-autochtones. Ce qui a amené un autre genre d'isolation, un autre genre de racisme. Donc, je me suis repliée sur moi-même et mes parents avaient une immense bibliothèque sur l'histoire de l'Europe. Ils m'avaient beaucoup guidée dans la lecture. Donc, après avoir passé les sempiternels Walt Disney, je suis tombée dans La Comtesse de Ségur. Et ensuite, je me suis intéressée à d'autres livres qu'il y avait dans cette immense bibliothèque, que ce soit tous les grands personnages de l'Europe. Avant de savoir, parce que aussi, c'était un contexte où on n'enseignait pas l'histoire des Premières Nations, ce n'était pas valorisé. Donc, moi, avant de savoir qui était Anabidjou, Pontiac, Kateri Tekakwitha, ou tout grand leader, femmes et hommes autochtones, j'ai plutôt compris qui était Goya, Velázquez, Mazarin, Louis XIV. Donc des grands personnages de l'Europe. Et donc, je me suis plongée dans ces lectures-là. Et cela, ben, naturellement, m'a aidé à élever mon vocabulaire à un âge assez jeune. Et quand je suis arrivée au secondaire, j'ai eu un cours de poésie, je crois que c'était en secondaire 4 ou 5. Et c'est là que ça a accroché de manière naturelle. J'avais mon père québécois, qui m'était toujours écrit. Et quand il voyait que j'écrivais des poèmes, il m'encourageait tout le temps. Et des fois, me mettait au défi d'écrire des petits poèmes. Et ça n'a jamais arrêté par la suite. Et j'ai gardé tous mes textes. Il faudrait que je les retrouve sur mon mémoire. Mais j'ai gardé tous ces premiers textes jeunes et puérils. Et par la suite, quand je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à participer à des concours de poésie. Et j'ai gagné, je me rappelle, en fait, il y a beaucoup la poésie de Richard Séguin qui m'a touchée. Luc de la Rochelière, entre autres aussi. Et c'était les figures influentes de l'époque pour moi, car en grandissant, j'ai passé mon adolescence sous la crise d'Oka. On se rappelle qu'Achtin commençait à émerger, mais ils ont ensuite rapidement plongé à cause de l'incompréhension et j'appellerais ça l'incertitude raciale qu'il y avait au Québec à cette époque. Donc, à un moment où il aurait pu devenir des modèles, on nous les a retirés dans une société coloniale dominante
Et cela a fait de moi que c'est ça. Mon intérêt a été vers les chanteurs québécois, chanteuses québécoises aussi. Et on retrouve peut-être un peu du style de Séguin dans ma poésie parce que j'étais une poète j'appelle ça une poète éponge. Tout le temps que j'ai travaillé sur mon recueil, je n'ai pas lu beaucoup d'autres poésies parce que souvent je retrouvais le style dans mon écriture et j'aimais pas ça, donc je voulais vraiment travailler sur mon propre style. Écrivaine et artiste peintre, Virginia Pesce-Mapeo-Bordelot est née en 1951 d'une mère crie et d'un père d'origine québécoise et métisse. Son œuvre, dans le paysage littéraire autochtone québécois, témoigne de la grande richesse des cultures et des littératures des Premières Nations. Virginia compte parmi les autrices les plus prolifiques actuellement, avec pas moins de 3 romans, Ours bleu, L'enfant hiver et L'amant du lac, 3 recueils de poésie, De rouge et de blanc, Je te veux vivant et Poésie en marche pour Cindy, et un recueil d'échanges épistolaires, La bienveillance des ours, coécrit avec François Lévesque. Son écriture sensible, lumineuse, parfois douloureuse et très souvent sensuelle, nous transporte dans des territoires géographiques variés, la route, le lac, le bois, l'Abitibi, dans des territoires qui sont narratifs et poétiques tout en même temps. Mais comment Virginia en est-elle venue à l'écriture? C'est la première question à laquelle je l'ai invitée à répondre. Donc, de manière plus concrète, j'écris depuis que je suis adolescente, ma préadolescence même. J'écris de la poésie, j'ai écrit des textes intimes, puis j'ai tenu un journal pendant de très nombreuses années. Une activité que j'ai arrêtée depuis une dizaine d'années à peu près. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais plus besoin d'écrire un journal. Je pense que j'écrivais mon journal publiquement à travers mes livres. Le désir de publier est arrivé finalement avec mon premier roman, Ours bleu, que j'ai eu l'occasion de le publier parce que j'avais une très bonne amie, Jeanne-Mance Delisle, qui était ma voisine, qui m'a présenté à son éditrice. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas trouvé de maison d'édition. C'est difficile d'écouter il y a 12-13 ans de ça. C'est difficile pour nous, les Autochtones, de publier à ce moment-là. Ensuite, je suis passée chez Mémoire d'Encrier et ensuite aux éditions du Quartz, avec lesquelles je travaille actuellement. Émilie Monet est une artiste multidisciplinaire dont les œuvres travaillent l'intersection de la performance, des arts médiatiques et du théâtre. D'origine anishinabé et française, Émilie a assuré l'écriture, l'interprétation et la mise en scène de la pièce Okinum, présentée en 2018 au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Avec la publication de cette pièce de théâtre, Émilie joint sa voix à l'importante littérature autochtone de langue française au Québec, tout en faisant intervenir, à même son écriture, une pluralité de langues. Le français, certes, mais également l'anglais et l'Anishinaabe-Mowen. La langue Anishinaabe, significativement, vient donner une texture et une matérialité toute particulière à sa création. Son écriture onirique, quant à elle, nous amène sur les chemins multiples de la guérison. L'une physique, alors qu'il s'agit de guérir d'un cancer, et d'une guérison des violences de la colonisation desquelles sa protagoniste se déprend en remontant la rivière de son ADN. En tant qu'artiste multidisciplinaire, j'ai donc demandé à Émilie, à son tour, de me parler de son parcours, en fait de sa venue à l'écriture dramaturgique. C'est venu un peu par hasard, en fait, l'écriture. J'avais été invitée par Playwrights Workshop Montreal, qui est le pendant du CEAD, mais en anglais. Et il montait un groupe d'artistes interdisciplinaires qui étaient intéressés par la dramaturgie. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai rencontré elle s'appelle Sarah Elkafetch. Donc là, ils m'ont approchée et puis j'ai parlé de ce projet que j'avais déjà en tête depuis un moment à propos de ce rêve récurrent que j'ai eu d'un castor géant qui me donne un petit sac, une médecine et qui me parle. Et j'avais envie de déchiffrer ce rêve puis d'en faire un spectacle éventuellement. Donc là, ils m'ont dit, ben oui, ce serait super, commence à écrire là-dessus. Donc c'est venu vraiment comme ça. Et après, j'ai eu une résidence avec le CEAD. Donc là, j'ai continué à écrire à propos de mon rêve. Et puis,
Et c'est là que j'ai passé au français aussi. Donc, c'est à partir de là que les deux langues ont commencé à s'imbriquer l'une dans l'autre dans l'écriture. Mais ça a vraiment été par hasard, en fait, que je suis arrivée à commencer à écrire vraiment plus sérieusement. Mais j'ai toujours eu des journaux intimes, des cahiers. J'ai toujours eu un cahier de rêve aussi. J'ai comme une pratique de noter mes rêves au réveil. Et je trouve que c'est vraiment une matière vraiment fertile aussi de création et d'inspiration. Donc, j'ai toujours eu cette pratique-là. Donc, même pour Okinum, en fait, une partie de mon processus a été aussi de revoir tous mes journaux intimes, mes cahiers. Puis j'ai comme extrait des petits morceaux ici et là. Et donc, il y en a plusieurs qui se retrouvent dans le texte, en fait. Et c'était des écrits que j'avais écrits pas mal avant. J'ai pas de formation en écriture, donc je pense que mon écriture est une écriture très intuitive. Okinum part quand même de mon histoire personnelle et puis c'est ça, de mon rêve que j'essaie de déchiffrer. Donc ça allait de soi qu'il y avait cette écriture intime, mais je voulais pas non plus... je voulais quand même que ça reste dramaturgiquement intéressant. Et dès le début, je savais que je voulais que sonorement, ce soit très présent, en fait, le son. Je voulais vraiment que le public se sente vraiment bercé par les sonorités des langues, des différentes langues qui sont dans le spectacle. Et j'avais fait beaucoup d'enregistrements de castors, de sons de castors. Donc, je voulais vraiment comme explorer comment la voix humaine communiquer aussi avec la voix animale ou la voix de la nature aussi. Donc, il y a eu comme toute une recherche là-dessus au niveau de la dramaturgie sonore. On a fait une résidence à la chaire de dramaturgie sonore à l'Université du Québec à Chicoutimi aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans mon travail aussi ou dans mon écriture. C'est vraiment de penser au son comme un autre interprète sur scène aussi. Les parcours uniques de Virginia Pézé-Mapeo-Bordelot, de Maya Cousineau-Molène et d'Émilie Monet témoignent non seulement de la richesse et de l'actualité des littératures autochtones, mais aussi de la grande créativité et diversité de ces écritures. Et j'emploie le pluriel pour les désigner, car cela s'impose sans contredit. Il n'y a pas une littérature autochtone, mais bien des littératures autochtones. Et celles-ci sont tout aussi uniques et différentes les unes des autres que le sont les nations auxquelles appartiennent les écrivaines qui en produisent les récits, les histoires, les poèmes, les pièces de théâtre, les romans ou les nouvelles. Pourtant, à la lecture de leurs textes, il est vite apparu que les trois autrices rencontrées partageaient certaines thématiques dans leurs écritures, notamment en lien avec les mises en scène du corps. Alors que je partais donc avec l'idée préalable de réfléchir avec chacune d'elles à propos des corporalités autochtones, très rapidement, la triade identité, corps et féminité s'est déployée en une magnifique constellation que les trois autrices ont mise en mouvement au gré de leurs paroles. Rapidement donc, dans nos échanges, je leur ai demandé quel était le rôle du corps dans leur processus de création. C'est-à-dire, comment est-ce que le rapport qu'elles entretiennent avec le monde qui les entoure à travers leur corps est-il important dans l'acte de création littéraire? Il en est ressorti une conception selon laquelle le corps ne peut finalement être séparé de l'identité. Corps et identité autochtone forment, dans le parcours de ces trois écrivaines, un couple indissociable que chacune articule dans une prose qui lui est propre. Mais c'est sûr que je ne réfléchissais pas au corps en tant que tel au moment de l'écriture. Forcément, j'avais plus une attention plus au son et à l'interrelation entre les différentes langues présentes sur scène. Mais mon texte, en fait, je remonte comme la rivière de mon ADN sur 5 générations ou 4 générations avec moi jusqu'à mon arrière-grand-mère qui s'appelait Mani Pizandawatch. Et j'essaie de voir un peu comment, qu'est-ce qui a été transmis, qu'est-ce qui a été enlevé de génération en génération par les femmes, dans ma lignée de femmes, dans ma famille. Donc, tu sais, c'est sûr dans les conceptions autochtones,
la notion de l'intergénérationnalité, la mémoire intergénérationnelle, le trauma intergénérationnel, tous ces termes-là sont utilisés très fréquemment et je pense, j'y crois beaucoup, moi, aussi à cette mémoire du sang, cette mémoire qui est dans les os. Et j'étais dans ce processus toujours fascinée ou surprise de voir que les choses se transmettent. Même si on n'en parle pas forcément, les choses continuent à être transmises et se logent dans le corps aussi. Beaucoup de nos traumatismes sont logés dans le corps. Donc, c'est assez fascinant de travailler à partir du corps. Et une des co-metteurs en scène que j'ai invitées sur le projet, elle s'appelle Sarah Williams. C'est une chorégraphe. Donc, pour moi, c'était aussi important d'inviter quelqu'un qui a une autre pratique, ou une pratique qui est vraiment ancrée dans le corps pour accéder d'une manière différente au texte ou à la présence sur scène. Donc, ça a apporté aussi un autre niveau. Puis je pense que c'est à partir du moment où on est rentré en salle de répétition puis qu'on a commencé à mettre le texte dans le corps qu'il y a plein de couches qui étaient peut-être pas visibles dans mon conscient, mais qui l'étaient dans mon inconscient, qui se sont révélées. Puis ça, c'était vraiment assez magique à en faire l'expérience. Mais en fait, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est par le corps que je suis au monde. Puis mon corps témoigne de ma présence au monde, ma présence sur la Terre, tu sais, témoigne de ma vie, mon passage. Puis c'est par le corps que j'ai une préhension sur la réalité physique, sur l'expérience du monde, sur le plaisir ou la douleur. Donc, quand j'écris, je suis très présente au geste d'écrire, aux sensations que mon corps éprouve. Si, par exemple, j'ai besoin de me dégourdir, si, autre exemple, je suis excitée sexuellement par les images que je suis en train de décrire, ça arrive. Lorsque je rédige un texte érotique, mon corps me dit que je suis dans la bonne voie. C'est mon corps qui répond pour moi. Donc, sinon, il serait sans réaction. Je pense que c'est à travers le corps, finalement, que je vis le texte que je suis en train d'écrire. La même chose au niveau émotionnel, quand dans certains chapitres d'Ours bleu ou dans L'Enfant hiver, j'ai pleuré beaucoup pendant la rédaction de certaines parties des textes. Donc, mon corps réagit à sa manière aux stimuli de mon écriture. Et ces réactions mènent mon processus créatif de telle sorte qu'elles me mènent vers des pistes imprévues dans le plan de travail du début. Il y a toujours un plan de travail, mais au fil du temps, au fil de l'écriture, au fil des semaines, il y a beaucoup de chapitres, des chapitres qui changent au fur et à mesure, selon mes réactions, mais aussi selon ce que mes propres personnages décident presque de faire ou de ne pas faire. C'est très étrange, la relation avec ton personnage. Je vais aller premièrement avec l'identité, parce qu'on était dans un pays où on nous voulait anonyme, effacé et surtout assimilé. Où que j'ai commencé, quand j'ai réussi à avoir des bribes de mon histoire, j'ai ressenti une grande vague de colère. Tu sais, quand on parlait aux États-Unis des guerres indiennes, quand on entend l'histoire des Béotouks, où on les tirait à vue, où on les a complètement éliminés, hein, avec une volonté forte de nous effacer, c'est sûr qu'à quelque part, l'identité a voulu reprendre une place, a voulu reprendre une fierté. Ça a été un long chemin, je peux pas dire que ça n'a pas été facile. C'était un long chemin et souvent teinté d'épreuves où il y avait du rejet, du racisme, du mépris, une incompréhension de notre histoire, une envie de ne pas l'entendre. Donc, pour moi, la poésie est une manière non intrusive de parler à l'autre
et qui font réfléchir les gens et qui les amènent à réfléchir sur des chemins qu'ils ont peur d'aller. Hein? La société québécoise a peur d'aller là un peu. On le sent. On a peur de se découvrir que dans notre famille, il y avait peut-être ce genre de mentalité-là, ce genre de pensée-là. Alors que peut-être nous, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est un peu moins dans cette fermeture, c'est ce que j'espère. Et donc pour moi, l'identité était un peu un réflexe face à l'effacement historique qu'on voulait nous faire vivre. Et c'était par mes écrits, par ma colère qui était... C'est sûr qu'une personne en colère, c'est quelqu'un qui dérange. C'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de créer des liens avec. On comprend pas sa colère. Je me rappelle, j'avais des amis québécois qui me disaient, quand tu étais à l'université dans ta vingtaine, là, on pouvait pas parler contre les Autochtones parce que tu étais flamboyante. Tu étais comme en colère, t'arrivais puis tu répondais. Et bon, en vieillissant, hein, tranquillement, on se calme. On apprend d'autres manières de communiquer nos idées de manière plus sage. Et on développe aussi la patience de créer des liens avec ceux qui nous comprennent pas, qui nous jugent parfois. Ça prend sans doute une certaine maturité, sans dire que je pense l'avoir, je travaille beaucoup. J'ai déjà eu des gens québécois, des collègues québécois qui au début ne m'aimaient pas du tout, parce que j'ai beaucoup travaillé dans des organisations non autochtones également, dans mon parcours, et par la patience, par la solidarité, par les épreuves qu'on a traversées également, certaines de ces personnes-là sont devenues de grands amis. Hein? Faut accepter que l'autre puisse changer en elle-même et nous voit différemment. Parce qu'on peut nous aussi se braquer puis dire ok, elle est raciste, plus jamais je veux rien savoir d'elle, ça s'arrête là. Mais non. Donc il y a une démarche là-dessus. Et dans mon recueil, il y a quelques textes envers les alliés, envers les non-autochtones. Le corps, dans ses aspects les plus fondamentalement identitaires, participe donc des processus créatifs eux-mêmes. La création littéraire, en quelque sorte, émerge à partir du corps. Mais qu'en est-il des représentations du corps, des corps humains, mais aussi des corps autres qu'humains dans la littérature? En fait, si le corps est certainement lié à l'acte de création, comme en témoignent les passages que nous venons d'entendre, il est aussi un motif ou un thème dans les récits, dans les romans, dans les poèmes. Il devient également, par exemple, dans le travail d'art visuel de Virginia, un personnage qui s'écrit à même le geste de peindre, puisque le mouvement du corps est distribué au sein des toiles, des couleurs et leurs expressions, dans une grande sensibilité, une sensualité et une touche expressionniste. Le corps est aussi le site d'une résistance face à l'hégémonie coloniale. C'est le cas chez Maya. Puis chez Virginia, lorsqu'elle nous parle de son roman L'amant du lac, qui, étrangement, dans une écriture érotique, présente des scènes d'abus sexuels. Dans tous les cas, on comprend que l'écriture permet de réparer, de guérir. Cela est d'autant plus palpable dans la pièce Okinum, où est mise en scène un corps malade, une expression qu'Émilie a brillamment remise en cause, comme vous l'entendrez dans quelques instants. Les segments qui suivent, comme en une mosaïque vocale, je vous les donne donc à entendre côte à côte afin d'écouter toute la richesse, la pluralité, la diversité, la vocalité des réflexions au sujet du corps, des corporalités qui vont de l'acte de création à l'acte de représentation. C'était souvent une réponse au mépris qu'on nous donnait en tant que femmes autochtones. Parce que c'est des sociétés qui ont été brisées, on les a teintés beaucoup de religions catholiques et autres religions. On a bouleversé les rôles de l'homme et de la femme. Et à un moment donné, la femme s'est retrouvée dans en guillemets, un no man's land. Donc, elle a dû essayer de se redéfinir. Elle a été dans les pensionnats, elle a été abusée, elle a été battue. Elle s'est retrouvée dans une communauté où le curé était un homme qui avait une puissance incroyable. Et sans revenir sur les histoires d'abus qu'on a malheureusement entendu dans les communautés au Québec, on s'entend que il y a eu des abus face au corps de la femme autochtone. Il y a eu un manque de respect. Et à force de ne pas respecter quelqu'un, cette personne-là peut en venir à se manquer de respect elle-même. Et dans sa conduite sexuelle, sensuelle, elle peut venir à penser qu'elle n'a aucune valeur et que sa vie va en être affectée.
Donc, moi, ce que j'aime, ce que j'essaye de faire dans ma démarche, parfois c'est peut-être pas clair, là, mais c'est de redonner le droit à la femme autochtone d'être sensuelle, de vivre la sexualité qu'elle veut vivre, qu'elle soit pansexuelle, bisexuelle, hétérosexuelle, euh, qu'elle trouve la plénitude qui vient avec, qu'elle trouve l'équilibre qu'elle a besoin, d'être aimée, d'être désirée, que ce soit par un homme ou une femme. Et dans mes textes, oui, j'en parle. C'est timide un peu. Des fois, oui, on me dit que c'est un peu érotique. Dans ma nouvelle, d'ailleurs, à Moon, je me rappelle avoir hésité avant de l'envoyer, car je me disais, mon Dieu, j'avais peur d'être ostracisée, d'autant qu'on pense de moi que je suis une femme, une fille facile, tu sais, d'écrire ce genre de choses-là. Mais je voulais amener quelque chose de doux, de l'affection. Oui, le personnage est en lien avec un Québécois, un non autochtone. Donc, moi, ayant grandi dans un monde québécois, c'est sûr que mes intérêts romantiques ont été beaucoup vers ce que j'ai vu autour de moi, donc des Québécois, des non-autochtones, des Blancs. Je dirais que c'est plus joyeux dans l'activité de peindre. Il y a une joie là, qui est comme intrinsèque dans le geste de peindre et d'être devant une toile. Par exemple, je fais souvent de grandes toiles, donc je pourrais littéralement entrer dans la toile, tellement c'est grand. Et donc, j'ai un jeu de, comment je dirais, il se crée un jeu mutuel entre les couleurs, la toile et moi. Et souvent, évidemment, je vais aussi mettre de la musique. Quand je peins, je mets de la musique. Donc, je danse, je bouge beaucoup. Et je vais aller chercher des mouvements de danse dans mes toiles. D'ailleurs, ils sont très mouvementés. Je ne dirais pas mouvementés, mais il y a beaucoup de mouvements dans mes toiles. Il y a beaucoup de couleurs aussi. Alors, c'est un mouvement qui est aussi très sensuel. Ça veut dire... Et le contact avec la couleur, avec la texture aussi, c'est très sensuel. Là. Comme on voit les petits-enfants, par exemple, qui adorent jouer dans la peinture, les mains pleines de peinture, ils vont en étaler partout. Là. Alors, c'est vraiment au niveau des sens, à cause des couleurs. Puis, certaines couleurs agissent autrement que d'autres. Ils ont toutes une vibration différente. Puis, le gestuel n'est pas le même non plus. Et ce que je remarque en vieillissant, c'est que je vais davantage vers des couleurs froides hein, en vieillissant. Au tout début, je travaillais beaucoup avec des couleurs chaudes. Et maintenant, je vais davantage, ou même dans les couleurs de brun, de chaud, là, les bruns chauds et les bleus. J'utilisais, au tout début peut-être, j'utilisais le bleu, mais de plus en plus, je vais vers les verts. Je ne travaillais pas avec le vert avant. Et maintenant, je travaille avec les verts. Je crois que c'est une question de vibration, justement, là, parce que, étant donné que je vieillis, je veux dire, la trop grande vivacité des rouges, des jaunes ou des oranges m'éblouit trop peut-être là, maintenant que je suis rendue dans l'époque de la sagesse, alors je vais plutôt... C'est quand même chaud, parce que c'est quand même vibrant, parce que j'ajoute des petites taches de couleur là, partout. Je ne dis pas que ça devient sombre, pas du tout, mais vraiment, c'est toujours en transformation d'ailleurs, le fait de peindre. Puis dans l'écriture, il y a souvent des phases qui sont très émotives, qui sont très denses, très difficiles, parfois très difficiles, l'écriture. Puis il y a souvent des peines qui vont remonter, par exemple. Si tout à coup une image me revient, que je traduis cette image-là, il y a souvent la peine qui monte avec. Ce qui n'est pas le cas pour la peinture. Vraiment, ça joue à un autre niveau. Là. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus joyeux. Je pense que tout passe par le corps. Hein? La voix, c'est le corps aussi. Et ce que je trouve vraiment fantastique avec le corps, c'est que le corps ne ment jamais. Donc, tout est inscrit dans le corps et tout est accessible à travers le corps.
et la voix. Donc, je trouve que souvent, il y a des choses qui sont exprimées au-delà des mots, et ça passe beaucoup par le corps. Il y aurait juste une précision. Moi, je disais que j'ai pas écrit un roman érotique, j'ai dit écrire un roman sensuel sur la sensualité. Mais en fait, c'est que je ne crois pas, peut-être que je me trompe, là, mais je ne dis pas qu'il y avait pas de violence avant l'avènement des pensionnats. Ce que je dis, c'est que la violence des abuseurs, qui étaient les gens qui géraient ces pensionnats, ont systématisé la perte de plaisir du corps sain chez les peuples autochtones, parce que c'est sur des générations que ça s'est fait, ça. Puis, donc, ils ont dérobé sur plusieurs générations la propriété du corps aux jeunes pensionnaires. Ils les ont, je dirais, chosifiés, tu sais, ils les ont utilisés comme des choses, pas comme des êtres humains, là. Donc, ils leur ont enlevé le respect puis le sentiment d'appartenance à leur propre corps, quoi. Dans le livre de Thompson Highway, parce que Thompson, c'est un grand ami à moi, son livre « Champion et Unumitu », on apprend seulement vers la fin le viol commis sur son corps par une pénible scène de pénétration là, douloureuse et de l'odeur infecte qui était dégagée par le prêtre. Tout le long du livre, au tout début, on donne l'impression que l'auteur est détaché de cette expérience, comme s'il flottait au-dessus, comme s'il était hors de son corps. Et là, puis là, on se doute évidemment qu'il s'est passé quelque chose, mais là, quand arrive cette scène qui est pas longue, c'est une extrême violence, et ça dit tout. Je vous parle, j'ai encore des frissons là, au souvenir de ce passage dans le livre de Thompson. Aussi. Alors, c'est vraiment ça, alors que généralement, un enfant sain a une vision saine, justement, de sa sexualité. Tu sais. Moi, je me souviens très bien, moi, je ne suis pas allée au pensionnat. Et, donc, j'avais aucune, pas pudeur, mais je veux dire, comment je dirais ça, j'avais pas de problème avec le corps. Mais par contre, évidemment, avec toutes les expériences que les enfants ont vécues par la suite, ils sont revenus bizarres. Là. Il y a des moments où j'avais des petits amis là, autochtones, là, tu sais, dont mon frère aîné, qui avaient vraiment on voyait, tu sais, on sentait qu'il y avait une grande différence dans leur comportement une fois qu'ils sont passés chez les pensionnats. Donc, puis le choix des deux scènes de viol fait référence justement à la présence de la violence. Et puis, la première scène de viol, c'est encore avec un prêtre, là, tu sais, puis c'est arrivé souvent que les prêtres aient abusé de la Côte-Nord, par exemple. C'est incroyable ce qui s'est passé, tu sais. Et donc, même avant l'avènement des pensionnats. Donc, puis cette violence-là existe. Et donc, ça fait contrepoids. C'est comme dans l'anti-plaisir aussi. Et ce besoin de dominer qui est toujours présent dans la sexualité. C'est pas chez tout le monde, pas chez tous les hommes, pas chez toutes les femmes. Mais il y a ce besoin chez certaines personnes de dominer puis de détruire par un geste qui devrait être plein d'amour, puis au contraire l'utilise comme une arme. Ça m'a toujours renversé, ça. C'est comme prendre des femmes dans les guerres, que les femmes se font violer. Ils savent très bien que c'est un acte de très grande violence envers le peuple qui conquiert. Tu sais. Et je dois dire que c'était à une époque où c'était pas facile. Tu sais, avec la crise d'opium qui était arrivée, ça a laissé des séquelles autant dans les relations affectives, sociales, politiques. Tu sais, je veux dire, des couples autochtones et québécois, ils devaient vivre
des moyens enjeux. Ils devaient vivre des préjugés. Je me rappelle même dans mes expériences de dating, parce qu'aujourd'hui on marche beaucoup avec des applications. J'avais rencontré quelqu'un, un Québécois, sur un site de rencontre, on avait été marcher. Et d'un coup, on avait arrêté un Starbucks, prendre un café. D'un coup, il part à rire, puis il me dit, ouais, mon chum m'avait dit de pas t'amener dans un bar parce que vous autres, les Indiennes. Là, ça a comme, non, j'ai dit non, non. Non, ça, j'en peux plus de ça, de ce mépris, de ces sous-entendus, de ces préjugés qui sont tissés à même la personnalité de bien des non-autochtones envers nous. Et ça, j'ai dit non, ça passe pas, j'accepte pas ça. Et je l'ai rencontré plusieurs fois et aussi dans le préjugé, dans le stéréotype de la femme autochtone facile, des fois dans la liberté que certains hommes ont de s'adresser à nous sur nos préférences sexuelles parce qu'ils pensent qu'à cause qu'on est amérindienne, autochtone, qu'on accepte facilement ces choses-là. Moi, je dis qu'on a le droit de respect comme n'importe quelle autre femme. Et que ce soit dans mes textes ou dans mes écrits, j'essaie de teinter tout ceci de ce rappel au respect puis de ce droit à être une femme épanouie. Mettre en scène 3 langues, ça a vraiment permis de voir à quel point chaque langue, chacune de ces 3 langues qui forment mon identité, se loge différemment aussi dans le corps et à l'intérieur de moi. C'est vrai qu'il y a des... il y avait je trouvais que par moment, d'utiliser l'anglais, parce que c'est des phrases plus courtes, ça permettait un rapport plus direct, plus frontal aussi. Avec l'Anishinaabe-Mowen, il y avait aussi toute une musicalité. Et puis, je suis en apprentissage de la langue aussi, donc c'est pas ma langue première. Donc, j'ai dû travailler beaucoup au niveau de ma prononciation. Mais ça réveillait des choses très, très profondes en moi de faire ça aussi. C'était très précieux de faire ça. Puis je me rends compte que c'est beaucoup par ma pratique artistique que je suis capable de vraiment progresser dans mon apprentissage de l'Anishinaabe-Mowen. Puis il y a aussi un rapport aussi plus émotif par rapport aux langues aussi. Donc ça permettait aussi par moments de plus me détacher par rapport au texte si je parlais une langue ou l'autre. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Oui, parce qu'on a tellement voulu contrôler le corps de la femme autochtone. Je parle de ces stérilisations forcées, de ces adoptions massives d'enfants autochtones. Décider de la fertilité de la femme autochtone. Puis aussi, c'est le fait qu'on est, il y a un idéal féminin dans nos sociétés auquel que nous, on ne correspond pas. Quand on regarde le corps des femmes autochtones, nous, on est fait marcher sur le territoire. Bon, oui, il y a des métissages, tout ça, fait que, mais la morphologie peut changer et tout. Mais, quand on regarde, mettons, certaines femmes autochtones, on n'a pas nécessairement les hanches voluptueuses et méditerranéennes. Notre silhouette est différente. Mais c'est pas parce qu'elle est différente qu'elle doit être méprisante. Hein? C'est comme ça qu'on est fait. C'est comme ça que le territoire nous a fait aussi. Parce que c'est le territoire qui nous a sculptés. C'est le territoire qui nous a donné la vie, qui nous a donné un territoire à respecter, qui nous a donné des chemins à marcher et qui nous a nourris. Donc, moi, c'est toute cette réflexion par rapport à ça. Et corps non cédé, c'est parce que pour tous ces abus, pour tous ces viols, pour toutes ces violences que les femmes ont subies, moi, je pense qu'à quelque part, même si on les a pris de force, à quelque part, il y avait quelque chose qui n'avait jamais été cédé. Et c'est leur fierté, même si on pense, à tous ces abus qui ont été faits, qu'on pense qu'à cause qu'on soumet une femme à une violence, qu'elle cède à quelque chose, non. Il va rester en elle une force, une résilience pour se remettre et continuer à vivre. Et c'est à quelque part là-dessus que je dis que c'est non cédé. Puis c'est aussi pour répondre un peu à la mode, là, ces temps-ci, que à chaque fois qu'on ouvre une réunion, on remercie d'être sur un territoire non cédé.
Donc, faut faire un rappel aussi que nous-mêmes, notre fierté n'a jamais été cédée. Mais je préfère parler d'un corps qui guérit plutôt qu'un corps malade. Parce que je trouve que d'avoir eu le cancer, à partir du moment où on m'a donné un diagnostic du cancer, ça a été en fait un processus de guérison qui s'est enclenché à partir de ce moment-là. Donc je préfère le voir dans cette lignée-là. Puis c'est ce qui m'a mené probablement à ma guérison aussi, d'avoir cette attitude et cette... Enfin, je dis pas juste ça, là, mais il n'y a pas eu juste ça, mais ça a fait partie, ça a été comme le déclencheur d'un cheminement de guérison. Donc, je le vois plus comme un corps qui guérit. Et en fait, ça a comme... parce que le cancer est venu après avoir commencé à écrire la pièce. En fait, à ce moment-là, j'écrivais sur mon rêve et je le connectais en fait avec la lignée des femmes dans ma famille. Et quand on m'a diagnostiqué un cancer qui était dans la gorge, c'est devenu tout de suite l'image ou l'analogie d'avoir un barrage dans la gorge est tout de suite apparu. Et là, j'ai pu vraiment faire plein de liens super intéressants avec la médecine du castor, avec les femmes dans ma famille, avec tout ce qui a été transmis au fil des générations, puis avec mon propre cheminement à guérir du cancer. Donc, tout s'est super bien embriqué. C'est comme l'élément qui manquait pour raconter l'histoire, en fait. Parler de corporalité avec Maya, Émilie et Virginia, parler de corps et d'identité, m'amenait nécessairement à ouvrir la discussion autour des femmes autochtones. À parler de l'importance dans les littératures autochtones, et notamment féminines, de représenter des corps de femmes et, très souvent, des corps de femmes qui se tiennent debout. Cette image est si simple et pourtant, elle est si importante, signifiante, elle est si radicale. Des femmes autochtones debout. Laissez-moi vous lire dans une traduction libre un passage de I Am Woman de l'écrivaine Stolo Lee Miracle, un essai fondateur du féminisme autochtone au Canada paru en 1988. Ce passage, je crois, saura introduire cette image de la femme debout, sa pertinence, sa nécessité, et avec elle les mots de nos trois autrices. Je me suis réveillée, je suis une femme. Pas une femme sur un panneau d'affichage pour qui le travail physique est pénible, pour qui le fait de ne rien faire ou d'oublier le corps est le paradis. Mais une femme pour qui bouger, le mouvement des muscles, les prouesses physiques égalent le plaisir sensuel d'être en vie. Seuls les morts ne bougent pas. Les paraplégiques bougent. Je veux bouger. En écrivant en toutes lettres son désir de bouger, son désir de voir des corps féminins autochtones en mouvement, Lee Miracle posait une critique forte au colonialisme et au patriarcat. De manière semblable, mais différente à la fois, Émilie Monet, Maya Cousineau-Molène et Virginia Pézé-Mapéo-Bordelot, comme de nombreuses écrivaines autochtones avec elle, critiquent à leur tour le colonialisme et l'invisibilisation des corps autochtones et en particulier des femmes autochtones. Que ce soit au théâtre, dans les écritures poétiques ou romanesques, ces représentations de femmes debout, cette mise en mouvement du corps féminin est significative. Elle est un acte de résistance et de résurgence. Pour clore nos discussions, j'ai donc demandé aux trois autrices ce que représentait pour elles la présence des femmes dans les textes littéraires, et plus particulièrement, quel était le pouvoir de ces représentations de femmes qui se tiennent debout. Oui, et puis il y a une suite à ça, à la Poésie en marche pour Cindy. Actuellement, je suis au Musée d'art de Rouyn-Noranda. Ils sont en train de monter mon exposition sur les brodeuses. Les brodeuses, ce sont des femmes de Val-d'Or qui ont porté plainte contre les forces policières
avec qui j'ai fait un travail il y a 2 ans de ça, de broderie. On brodait nos blessures. Donc, ils ont travaillé sur des broderies que j'ai montées, toutes sur des bannières et qui sont présentées. Là. Donc, c'est la suite de la Poésie en marche pour Cindy, parce que c'est suite à la disparition de Cindy que ces femmes-là ont porté plainte, parce que les policiers n'ont rien fait pour essayer de retrouver Cindy les 3 premiers mois, je ne sais plus, c'est incroyable. Mais elles ont par la suite protesté là, plus largement, tu vois. Et donc, le travail continue. Là, tu sais, c'est en train de se faire... C'est très beau, d'ailleurs. J'étais soufflée un matin quand je suis arrivée à la salle d'exposition parce que c'est la première fois que je voyais le montage. Là, c'est incroyable. Tu sais. Enfin, et donc, je dirais que j'ai beaucoup peint à l'époque de ma figuration des femmes autochtones debout. C'est-à-dire, je les présentais debout. Des femmes amérindiennes que j'ai connues dans ma famille, ou même en général, elles ont une fierté et une noblesse naturelle. Je crois qu'elles sont ancrées profondément dans la terre-mère. Elles sont, comment je te dirais ça? Elles sont enracinées davantage que les allochtones, entre guillemets, excuse-moi de dire ça comme ça, parce qu'elles n'ont pas ces siècles de domination masculine, puis patriarcale, religieuse derrière elles. Ça fait quand même juste quelques années, là, ça fait pas 100 ans, là, c'est peut-être une 50aine d'années, donc on a encore ce souvenir là, qu'on a été des femmes respectées, surtout par le temps des chasseurs. Mes grands-mères, nos grands-mères à nous, c'était des femmes de pouvoir qui faisaient partie du travail de leur mari qui chassait. Elles étaient nécessaires, elles étaient essentielles. Donc, les grands-pères que j'ai connus, moi, respectaient beaucoup leurs femmes. Là, ils les aimaient beaucoup. Là, ils en prenaient bien soin là, parce qu'elles prenaient soin de leur mari. T'sais. Et donc, une chose qu'on remarque souvent, c'est que les femmes se croisent les jambes. Quand on se croise les jambes, on n'est pas dans son pouvoir. Les hommes ont toujours les jambes, la majorité des hommes vont avoir les pieds à terre, les 2 pieds à terre. Ça, c'est un geste de pouvoir. Alors, les femmes, on les a habituées à se croiser les jambes justement pour leur faire perdre leur pouvoir féminin. Là, tu sais. Et j'ai beaucoup d'amis que moi, maintenant, là, elles ne croisent jamais les jambes. Et les femmes autochtones, en général, ne se croisent pas les jambes. Elles ont les jambes, puis même ouvertes, les genoux ouverts, là, tu sais. Et ça, c'est vraiment des femmes dans leur corps, qui assument leur corps, qui assument leur pouvoir, dans le fond, le pouvoir féminin, évidemment. Bien, mon rapport à la filiatude féminine provient principalement du fait que c'est ma mère qui est autochtone. Donc, si je vais explorer cette facette de mon identité, c'est forcément à travers ma mère et les générations qui sont passées avant elle que je peux vraiment explorer ça. Mon nouveau projet d'écriture là, en ce moment traite aussi de femmes. C'est sur la vie d'une esclave autochtone qui était ici à Montréal, la première esclave autochtone la première esclave tout court ici au Canada à avoir entamé un procès contre la Cour supérieure de la Nouvelle-France, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, pour obtenir ou pour que sa liberté lui soit reconnue. C'était en 1740. Et je fais des parallèles aussi avec les femmes en Martinique aussi. Parce que Marguerite Duplessis, c'est comme ça qu'elle s'appelait, cette femme, a été déportée aux Caraïbes, comme beaucoup d'esclaves autochtones d'ici. C'est tout un pan d'histoire qui est très méconnu et qui a duré peut-être une 60aine d'années jusqu'à la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre. Et donc, une des interprètes est justement martiniquaise. Il y a 3 interprètes sur scène. Ce sont toutes des femmes. Mes conceptrices sonores sont des femmes aussi. Donc, c'est sûr que, oui,
les questions de femmes viennent me rejoindre profondément. Je collabore beaucoup avec des femmes. J'ai une sœur avec qui je collabore aussi. Donc, il y a quelque chose de très... une sororité que je retrouve beaucoup dans mes processus de travail et qui se fait naturellement. C'est pas que je suis fermée à l'idée de collaborer avec des hommes. Il y a toujours des hommes aussi qui sont autour des projets, mais c'est vrai que les thèmes qui semblent m'intéresser touchent aux femmes le plus souvent. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est vrai que je remarque que c'est le cas. Si on revient au corps, tu sais, je pense que c'est lié par rapport à ça. Juste le fait d'être sur scène, d'avoir une voix, qu'on nous offre, ou qu'on ait accès à des tribunes dont on n'avait pas accès avant, des scènes, d'avoir des corps autochtones présents sur scène, c'est très politique en soi. Et c'est super important que les actions continuent dans ce sens-là. Donc, je pense que ça, c'est forcément... Les artistes autochtones, on est forcément tous engagés à cause de ça. Et j'ai l'impression que la plupart des artistes autochtones, faut pas, tu sais, je veux pas mettre les choses dans les boîtes non plus, mais on a tous, notre pratique est toujours engagée. C'est un regard qu'on porte soit sur notre propre famille, notre propre vécu ou transmission, ou l'état de l'environnement, ou les questions politiques qui affectent nos communautés. Donc, je pense que l'art sert à ça et permet d'éduquer en partie, mais aussi d'emmener les gens à réfléchir, à connecter aussi. Ça ouvre les horizons sur d'autres choses. Donc, à transformer peut-être aussi. Je pense que les artistes ont toujours été les précurseurs de grands mouvements sociaux aussi. Beaucoup d'artistes. Donc, je crois que c'est très juste au niveau des artistes autochtones. Puis on le voit un peu partout, dans tous les domaines, à quel point les artistes autochtones ont vraiment pris de la place et reçoivent de plus en plus de reconnaissance pour leur travail. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une parole. Il y a une parole que les artistes ont. Et voilà, je revendique mes opinions et mes réflexions, mais je me sens pas forcément très à l'aise avec le terme de porte-parole. C'est pas quelque chose dont j'ai envie de porter. C'est sûr que en tant qu'artiste ou quand on est sollicité pour collaborer avec des artistes qui sont allochtones ou francophones, québécois, anglophones, canadiens, on est souvent appelé à devoir éduquer, à devoir faire de la médiation et ça devoir tout ça. Et ça, c'est très lourd par moment. C'est sûr que c'est très lourd. Tu vois, même avec Okinum, c'était juste après l'été de Slav et Kanata. Donc, beaucoup des journalistes voulaient toujours que je fasse un retour sur Kanata aussi. Et c'est important de le faire aussi, mais je pense que l'art parle par lui-même aussi et permet Je fais confiance à l'art pour provoquer des choses chez les gens en espérant que cela puisse emmener un changement social aussi ou permettre une transformation au niveau de la société et de notre rapport à l'autre et à tout ce qui est non-humain aussi. Oui, parce que ça démystifie des stéréotypes, des préconceptions qu'on a de c'est quoi être autochtone. Ça permet de saisir à quel point il y a de la diversité aussi au niveau des identités autochtones et des identités tout court, parce qu'on est morcelé de tellement de choses ou de tellement d'identités à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est important de ne pas mettre les choses dans des cases ou dans des boîtes. Ça réduit un peu l'expérience de qui on peut être vraiment dans notre pleine potentialité. Ben, quand on se tient debout, on n'est pas effacé. On est obligé de nous voir, on est obligé de nous écouter.
parfois à contre-cœur, obligés de nous respecter. C'est un acte de courage de se tenir debout aussi. Hein, quand on parle à ces nombreuses militantes qui sont dans les manifestations ou qui sont, comme un exemple, je pense à la crise d'Oka, à toutes ces femmes Mohawks qui se sont tenues debout devant l'armée, devant la police. C'est un acte ultime de courage pour moi. C'est un acte nécessaire d'affirmation, de dire au système colonial, t'as essayé de nous avoir, tu nous auras pas. Et je repense à la statue de McDonald qui a tombé, hein, qui, elle, ne se tient plus debout. Et je trouve que c'est... moi, c'est sûr que ça me satisfait que ces statues-là soient remises en question, que l'histoire du pays se remette en question. Parce qu'on est là, on disparaîtra pas, là. Moi, je me rappelle quand j'étais impliquée avec les jeunes en 99-2000, les gens de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, disaient nos populations à 50% ont 35 ans et moins. Aujourd'hui, en 2020, on le dit encore. Donc, il y a des naissances, il y a des on fait des enfants, on fait des petits. Donc, on disparaîtra pas, là. On essaie par tous les moyens de nous faire disparaître par des lois, par des abus, par les pensionnats, par des expériences médicales, par des stérilisations forcées. Mais on est encore là. Puis on est en train de guérir. Et je pense qu'il faudrait que la société canadienne soit au rendez-vous aussi. Et qu'elle accepte que se tenir debout, ça ne veut pas dire que nous, on veut vous écraser. Et qu'on se tient peut-être debout des fois pour tendre la main. C'est sur ces derniers mots de nos 3 écrivaines rencontrées, sur cette parole de Maya comme une main tendue, qu'est venu le temps de conclure. Pourtant, cette conclusion, je veux surtout vous la donner comme une ouverture, comme un tremplin vers la lecture des œuvres magnifiques et puissantes de 3 femmes, 3 artistes, 3 écrivaines. J'espère que, comme moi, vous vous êtes laissé happer par leurs paroles, par leur voix, par cette oralité qui résonne en tout point avec leurs écritures, avec leur profonde humanité. Surtout, je veux remercier Émilie Monet, Virginia Pézé-Mapéo-Bordelot et Maya Cousineau-Molène pour leur temps, leur partage intime et leur immense générosité. Cet épisode n'aurait pas été possible sans elles, leur voix, leurs paroles, leur présence. Alors, à elles 3, Miigwech, Chinashkumitin. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Kwahiatonk, avec l'appui financier du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Inergex, Énergie renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Réalisation et animation, Marie-Ève Bradette. Invités, Virginia Pézé-Mapéo-Bordelot, Émilie Monet et Maya Cousineau-Molène. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.